Pour son 60e anniversaire, Germain Larivière de Saint-Hyacinthe est enchanté de vous présenter la prochaine émission débutant dans... On arrête le temps et on prend le temps. Au nom de la vie. Chante au nom de l'amour, au nom de la joie à chaque jour. Chante au nom de la vie, chante avec moi. Au nom de la vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Au nom de la vie. En deuxième partie d'émission, je reçois Mme Jocelyne Desjardins, intervenante à Ducalax, la passerelle de Drummondville. Mais tout d'abord, ma première invitée a choisi la plus grande des vengeances, celle d'être heureuse. Cynthia Sardou, mes hommages. Mes hommages parce que simplement je ne vous connaissais pas avant quelques semaines et à la lecture de votre livre qu'on m'a suggéré de lire, pour connaître votre histoire, sachant que vous allez être à l'émission, j'ai découvert une grande personne avec une âme, une très belle âme et remplie d'amour. Et moi, ça m'a apporté le sentiment, le plus beau des sentiments, celui de la tendresse dans ma vie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Tout le monde entier était tourné et s'attendait au bug de l'an 2000. Mais pour vous, ça s'est passé différemment. Oui, c'était en 1999, le 24 décembre au soir, c'est-à-dire le soir de Noël, de la veillée de Noël. J'étais à mon travail, j'ai pris ma voiture, je suis rentrée d'une longue soirée de journalisme. Et j'ai senti qu'on me suivait, j'ai été suivie jusqu'à chez moi. Puis j'ai été happée par un malfrat qui me tenait la gorge avec un couteau, en me disant si tu cries tu meurs, d'entrée de jeu. Donc j'ai accepté de me taire et ils m'ont emmenée dans ma voiture. Donc j'ai été kidnappée. Dans votre propre véhicule? Dans mon propre véhicule. Puis j'ai été emmenée dans un terrain vague qui se trouvait à 1 heure de Paris. Puis à ce moment-là, j'ai vécu, je dirais, l'inimaginable et pourtant malheureusement c'est arrivé. Mais on me disait, d'abord j'ai menti sur mon identité, première chose, parce qu'ils étaient 3 et je me doutais de la rançon, d'une éventuelle demande de rançon. Et instinctivement, j'ai changé d'identité déjà. Puis du côté de mon père, on savait apparemment qu'on m'avait kidnappée, mais la police l'avait dit à mon père, surtout ne dites rien aux médias, dites aux médias de ne pas en parler parce que s'ils parlent de l'enlèvement de votre fille, elle va mourir. Ils vont la tuer. Votre père, le chanteur populaire Michel Sardou, oui. Il a bien réagi en se taisant pour votre survie, en réalité. Avec les journalistes, ils ont demandé de ne pas parler de rien. Par précaution, mais je l'ai su très tard. Je l'ai su quelques années plus tard. Et je n'étais pas au courant de tout. Moi, j'avais vécu les choses autrement. Oui, bien sûr. Inconsciemment, j'avais pressenti aussi de mon côté qu'il fallait que je change d'identité, qu'il ne fallait pas que ces gens-là sachent qui j'étais, qui était ma famille, pour éviter une demande de rançon. Mais il est évident qu'à côté de ça, quand j'ai appelé mon père après les faits, et que j'ai retrouvé mon véhicule, tout était confus pour moi, mais visiblement pas pour la police. Donc, mais mon père a fait de son mieux, bien sûr, et je crois qu'il a très bien agi, il a écouté ce qu'on lui a dit. Puis, je pense que c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver, finalement. Moi, j'aimerais revenir dans l'heure avant
de Paris, 1 heure de chez vous, à l'endroit spécifique où le drame a continué, a poursuivi. Cette heure-là a dû être terrible. Oui, cette heure était la plus courte et à la fois la plus longue de ma vie, dans le sens où je ne savais pas si j'allais survivre, vivre ou mourir. OK. Donc, je ne savais pas ce qu'ils projetaient de me faire. Et je voyais défiler toutes les images de ma vie. En plus, on m'avait mis un chapeau sur les yeux pour éviter, pour pas que je voie l'endroit où on m'emmenait. Donc, j'étais vraiment dans l'insécurité. La noirceur totale. La noirceur totale. Puis j'ai tout fait derrière mon chapeau, un chapeau d'hiver que j'avais, et dans mon véhicule. Et donc, j'ai essayé de respirer, mais ça m'était difficile de respirer correctement puisque je ne voyais rien et parce que j'avais ce chapeau qui étouffait mon visage. Donc j'étais à la fois tétanisée dans la peur de savoir si j'allais vivre ou mourir. Et puis au fur et à mesure du trajet, je me suis dit peut-être qu'il faut que tu te sois prête à mourir. Vous voyez votre vie défiler à 100 à l'heure, toute votre vie, tous les meilleurs moments que vous avez passés avec votre famille. Puis vous vous laissez aller parce que vous êtes impuissant, vous êtes incapable, vous n'avez pas le contrôle. Vous pouvez rien faire. Moi, je cherchais une arme, un couteau, le couteau qu'ils avaient utilisé pour me neutraliser. Et c'est vrai que si j'avais eu une arme, je les aurais peut-être provoqués, mais je n'en avais pas. J'étais impuissante. Et on se sent seul à ce moment-là. Très peur. La solitude est présente, là. Il n'y a plus rien qui existe alentour de nous, à part, comme vous dites, le fait de savoir est-ce qu'on va vivre, est-ce qu'on va survivre, qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Parce que c'est pas arrivé encore. C'est ça, et puis au fur et à mesure que les choses vont au fur et à mesure du temps, j'entends les agresseurs se parler entre eux. Puis j'apprends des choses qui font que je suis de moins en moins rassurée, de moins en moins en sécurité. J'apprends qu'ils ont déjà un casier judiciaire, que de toute façon ils veulent me faire du mal. Hein. C'est dans leur objectif. Ouais. Puis, ils se parlent entre eux simplement sur des choses, ils se renvoient la balle, ils plaisantent. En fait, ils m'ont utilisé comme s'ils allaient acheter une baguette de pain. C'est ça qui m'a touchée, qui m'a choquée à la fois. C'est de voir à quel point on est traité en tant qu'être humain. Puis pourquoi faire ça finalement? Qu'est-ce qui leur passe dans la tête? Et qu'est-ce qui se passe quand les gens vous tiennent comme ça à bras-le-corps, si on peut dire, on peut utiliser ces termes? Comme vous dites dans le livre, comme une poupée de chiffon. C'est ça. Pour vous utiliser, pour... Mais ça aurait pu être moi comme ça aurait pu être n'importe qui. Bien sûr. Sauf que moi j'ai menti sur mon identité et que de son côté, mes parents, enfin mon père a écouté les gendarmes et donc a menti aussi sur... n'a rien dit ou a demandé aux médias de ne pas parler de cette histoire. C'est arrivé à Cynthia Sardou, ça aurait pu arriver à Julie, à Carole, bien sûr. À Denis. Puis à Denis, à des hommes, et effectivement, vous faites bien de mentionner parce que on a toujours, ou à des jeunes, des enfants qui vivent ce genre de choses. Et j'ai voulu m'adresser justement dans ce livre, Une vie à reconstruire, ce livre-là, j'ai voulu m'adresser à tout le monde. Oui. Mon mari a participé à l'écriture de ce livre, mais je voulais m'adresser moi personnellement à celles et ceux qui vivent ce genre de traumatisme. C'est très important pour moi parce que finalement le viol n'est pas un crime à part... Enfin, je veux dire, il ne s'adresse pas qu'aux femmes. Non, non, bien sûr. Et il s'adresse à des gens de n'importe quel âge. Le trauma est là,
Le traumatisme est là, les psychologues vous le diront. C'est un fait, c'est un traumatisme comme un autre, m'a-t-on dit. Ouais. Alors ça peut paraître complètement absurde quand je vous dis ça, mais c'est vrai, chacun vit les traumatismes À leur façon. à leur façon. Ouais. Le fait est que le viol n'est pas une culture, je le précise quand même pour ceux qui disent le contraire, et je trouve que ça ne devrait même pas exister. Un viol est un délit, et puis c'est un acte terrifiant qui décompose les gens, Qui bouleverse. qui bouleverse des vies, et mais il est possible, et je le dis, il est possible de s'en sortir, il est possible de faire quelque chose. Faut être prêt pour ça, faut que les victimes soient prêtes à se faire aider, à prendre les mains qui lui sont tendues et à réagir et à rebondir éventuellement. Mais ça se fait dans pas du leur jour au vie. lendemain. Là. Non, On il faut s'entend plusieurs que années. le drame Il faut plusieurs vécu, années. c'est pas seulement que la victime qui en souffre, c'est aussi les gens alentour d'elle. Il y a toujours un conflit avec les familles. Déjà, il y a un manque de communication, de compréhension. Les familles ne savent pas toujours comment réagir face à une personne qui a été abusée. Et moi, j'explique justement dans ce livre comment fait-on pour communiquer avec des personnes violentées. Alors déjà, il faut être très doux, les serrer dans ses bras, puis la rassurer en lui disant qu'on l'aime, qu'elle est belle, que les choses vont finir par s'arranger. Il faut être très doux et rassurant. Il ne faut surtout pas être en rejet comme j'ai pu le vivre à un moment donné avec mon conjoint d'alors, qui lui n'a absolument pas supporté la situation. Il a préféré s'en aller parce qu'il n'a pas supporté. C'était trop gros. Puis il n'a pas supporté. Il y a eu un rejet de sa part qu'il n'a absolument pas contrôlé ou pas assumé. Il a eu peur de quoi, je ne sais pas, parce qu'on n'est pas des monstres. Non. Et souvent, c'est la peur de l'engagement, parce que suite à l'événement, on a l'impression qu'on doit prendre soin de quelqu'un. Et peut-être que ces personnes-là ne se sentent pas alertes à aider. Tout à fait possible. Tout à fait possible, mais il y a une manière de le faire. Oui, ça La victime qui vit ça et qui est laissée tomber par son conjoint, il faut savoir c'est comme si elle vivait une autre agression, un rejet total et un abandon quelque part. C'est pas vraiment une double agression. Je dirais que c'est plutôt en matière de cour d'assises qu'on vit une deuxième fois l'agression. Mais dans ce cas-là, dans ce cas précis, c'est plutôt un rejet et un abandon. Manque de confiance en soi, manque de confiance tout court. C'est difficile. Je me mets à la place des conjoints, des parents. C'est l'inconnu, c'est complètement l'inconnu face à une personne qui a été abusée, agressée. Ça ne doit pas être évident à réagir. Je me mets pas à les défendre, mais je me dis... C'est très, très difficile. Oui, sur les deux côtés, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de communication, et là, ça arrive, c'est clair qu'il n'y en aura pas plus. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on se fait prendre en charge par un médecin très rapidement. On se fait examiner à l'hôpital, comme je l'ai été le soir de l'agression, ou le plus vite possible. Il ne faut surtout pas se laver avant l'examen pour les preuves. médical pour avoir le plus de preuves possible. Il faut retourner sur les lieux, ce qui est arrivé, pour éviter que l'humidité retire les traces, toutes les traces d'ADN, etc. etc. Faut porter plainte, puis il faut être pris en charge très rapidement. Maintenant, si la victime ne veut pas porter plainte, très bien, mais qu'elle se fasse aider et qu'elle accepte l'aide. Une victime qui me dit, et qui m'a déjà dit, moi je vais m'en sortir toute seule, je suis très forte, c'est faux. C'est faux. Tôt ou tard, ça ressort et ça remonte à la surface. Le mal, s'il n'est pas pris par le fond et à la base,
il y aura un problème post-traumatique. Il faut faire quelque chose le plus vite possible, il y a péril en demeure. Mais là, les gens ont encore cette façon de penser que rencontrer un psychiatre, un psychologue, on est fou, alors j'ai pas besoin de ça. C'est encore dans la mentalité de nos jours de penser comme ça. C'est pas une honte d'aller voir un psychologue. C'est juste un besoin de parler, un besoin de s'exprimer et de mettre des mots sur le mal. Oui, c'est ça. Ben, c'est très dur de mettre des mots sur ce mal. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler, qui restent en état de léthargie. Puis alors là, c'est terrible parce que la personne est un zombie, elle s'en rend même plus compte. Non, exactement. Si la famille est à côté et qu'elle l'aide à se prendre en charge et à faire ce qu'il faut, très bien. Mais il faut que la famille soit au courant pour qu'elle puisse aider leurs proches. C'est indispensable. Est-ce qu'il y a de l'aide au niveau des parents ou des conjoints pour avoir un support pour aider justement son conjoint ou son enfant? Je dirais que les parents et le conjoint sont dans un état de colère encore. Ils sont sous le choc à un moment donné. Okay. Moi, j'ai des gens qui ont réagi autour de moi, qui ont fait que ils avaient de la colère, ils n'avaient qu'une envie, c'était de neutraliser ces malfrats. Mais la justice s'en charge très bien. Oui. La police enquête, la police est en train de s'occuper de leur cas. Puis après, il y a la justice divine. Oui, c'est encore plus grand. C'est encore plus grand, puis c'est différent de la justice. Ouais. Parfois, je dirais que la justice fait bien et n'est pas toujours, je dirais, égale avec la partie civile, entre la partie civile et la partie de la défense. Le problème est que dans la justice française, on considère un criminel comme une partie civile. On va la traiter de la même manière. Alors que la victime a subi. Oui. Et ça m'a choquée, par exemple, quand j'étais victime de ça. Quand j'ai dû vivre mon agression. Ça se prépare un procès, c'est beaucoup de travail. Faut avoir toute sa tête, faut se préparer mentalement, psychologiquement et physiquement. Malgré tout ça, le procès, c'est pour ça que de nombreuses femmes et hommes abandonnent l'idée du dépôt de plainte à cause du procès. Ouais. Parce que le procès, c'est une étape extrêmement douloureuse, où il faut vraiment se préparer à tout. Bon, après, il faut rester calme pour pouvoir avoir une sentence au-delà de ses espérances. Faut se préparer comme un avocat et comme un journaliste. Moi, j'étais journaliste à l'époque, donc j'ai travaillé très dur. J'avais 8 tomes de dossiers comme ça à lire pour préparer mon procès, que j'ai réussi. Bravo. Alors évidemment, merci. Alors évidemment, ça m'a permis de passer une autre étape de ma vie, de reconstruction. Alors la justice aide à la reconstruction, est une étape à la reconstruction, mais elle ne résout pas tout. Non. C'est pour ça que de nombreuses victimes refusent de porter plainte, parce qu'elles savent que la justice ne résout pas tout. Alors donc, il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur. Il faut aller chercher de l'aide ailleurs. Il faut d'abord exorciser sa colère à travers le sport, l'autodéfense, le sport d'autodéfense, les randonnées, les marches ou les marathons, ou exorciser sa colère quelque part, et c'est pas sur des personnes qu'on peut le faire. Non. Alors c'est à travers le sport. Le sport, oui. Il faut se défouler. Et je dois dire que le sport d'autodéfense, le sport de défense, c'est ce qui m'a le plus aidé à retrouver ma confiance en moi. Okay. Ça, je tiens à le préciser aux victimes qui ont besoin d'aide par rapport à ça, c'est de faire du sport, de la méditation, et puis écrire aussi, c'est un bon moyen d'exorciser sa peine. L'écriture ou parler dans un dictaphone, ça c'est un autre moyen. Et puis parler le plus possible. Parler de sa souffrance. Parler de sa souffrance le plus possible. Ouais. C'est tout un travail.
C'est énormément de travail. Lorsqu'on regarde que vos agresseurs ont eu 15 ans, 13 ans et 12 ans, je crois, de sentence, et vous, c'est une sentence à vie. Oui, mais en même temps, je les ai pas laissés gagner. Non. J'ai pas voulu leur donner raison et je veux pas leur laisser croire qu'ils ont gagné. Ça, on peut appeler ça de la fierté, on peut appeler ça de l'orgueil aussi, on peut appeler ça un bel accomplissement. Je sais pas comment on peut appeler ça. On peut appeler ça de la résilience. Il y a plusieurs termes qui sont associés à ça. Moi, je considère que je me suis battue pour moi, pour ma famille et surtout pour avoir une vie à peu près normale. Être heureuse. Être heureuse, c'est un grand mot. Ouais. Être heureuse, c'est d'abord savoir vivre avec ce mal. Ah, OK. C'est un accomplissement qui m'a rendue heureuse. C'est-à-dire qu'au bout de la ligne, j'ai gagné et donc je suis heureuse. Mais entre-temps, il y a tellement d'étapes à franchir, à penser, parce qu'il y a aussi le mental qui joue. Il faut savoir être positif, être optimiste, se répéter et se écrire des petits mots. Moi, j'ai des petits mots que j'écris. Des gens qui m'écrivent. Un jour, quelqu'un m'a dit « Aime-toi comme je t'aime ». Ça, c'était magnifique comme mot. Alors, je l'ai écrit sur un bout de papier, puis j'en ai écrit plein d'autres. Résilience, que va-t-il t'arriver aujourd'hui? Que vas-tu faire? Que prévois-tu? Alors, on l'écrit, on l'écrit, on l'écrit, on l'écrit, puis on mélange tout ça, puis on pioche un petit papier, on lit un papier le lendemain matin. Ah, c'est bon. Et ça fait votre journée. Ouais. C'est des petits gestes du quotidien qui font qu'une victime va s'en sortir. Si elle a envie de s'en sortir, elle va s'en sortir. Si elle est persuadée qu'elle veut atteindre un objectif bien précis, moi j'ai fait de la méditation de Deepak et Oprah Winfrey. Oui. C'est gratuit d'ailleurs, c'est accessible sur le net. Chaque personne peut s'inscrire, c'est en anglais. Mais il y a aussi des livres à lire. Moi je lis beaucoup, j'ai lu beaucoup Boris Cyrulnik, qui est le grand maître de la résilience en France. Je dis pas qu'il est le maître à la base de la résilience aux États-Unis, mais en France, oui. Puis il y a d'autres auteurs des romans qui me font assez, par exemple Frédéric Lenoir, La joie. La vie est une joie. Lire des choses qui sont positives et lire ou écrire ou faire des conférences ou je sais pas moi, méditer, apprendre à faire des conférences, apprendre à faire quelque chose de sa vie. À rire, à vivre, à profiter du moment présent et simplement vivre votre vie. Comme vous le pouvez, autant que vous pouvez, tant que vous serez en vie. Parce qu'il y a de l'espoir. Toujours. Si une victime perd de l'espoir, il faut qu'elle se dise qu'elle trouvera à un moment donné une porte de sortie. Il y a toujours la roue tourne. Tout ne reste pas figé, jamais. La vie continue. Ça passe. Le temps s'arrange que ça passe. Il y a une phrase que votre conjoint, parce que votre conjoint a écrit dans votre livre aussi, à la toute fin, et c'est très beau ce qu'il écrit de vous. Il raconte votre rencontre et il y a une phrase qui m'a mis de la joie dans le cœur. J'ai vu l'image qu'il a écrit lorsqu'il disait Cynthia Sardou, c'est une étoile qui est tombée du ciel. Quand je l'ai rencontrée, le cœur battait encore. Et c'est dans l'amour qu'il vous a recueilli et qui a fait en sorte que vous brillez à nouveau aujourd'hui. Et ça fait du bien. Bien sûr. Savoir que quelqu'un vous aime inconditionnellement comme il le fait. Et refaire confiance à l'amour. Refaire confiance à l'amour, c'est énorme et j'ai réussi. Pour moi, je dirais que mon mariage, c'est l'une de mes plus belles réussites. Et c'est l'une de mes plus belles vengeances aujourd'hui.
revanche, pas vengeance. Parce que le mot vengeance, c'est pas un mot qui me convient. Revanche sur la vie, c'est d'avoir épousé un homme qui m'aime et que j'aime, bien sûr. Wow. C'est un drame qui apporte beaucoup aujourd'hui et c'est ce que vous voulez faire en réalité, Madame Sardou, c'est d'apporter cet espoir-là à travers votre bouquin et un autre ici qui s'est ajouté. Oui, alors ce livre, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle « Aimer encore et toujours ». Je le montre à la caméra. C'est un livre où nous sommes 14 auteurs et c'est un recueil de nouvelles qui a été dirigé par Claire Bergeron, une grande romancière, et qui a été... il y a Louise Portal qui a participé à ce livre, Sophie Bérubé, Georges Brossard, Micheline Duff, des gens très connus québécois qui m'ont invité à participer à ce livre. Belle expérience. Belle expérience qui va me mener par la suite au roman que je sortirai l'année prochaine. Oh! En 2018, pardon. 2018, bon. Et il reste pas beaucoup de temps avant qu'on aille à la pause. Oui. Mais il y a les conférences aussi. Oui. On va pouvoir en parler et on va en reparler dans la deuxième partie aussi. Ça aussi, ça fait partie de votre cheminement, de partager cet espoir-là, de partager le bonheur que vous avez retrouvé aux gens, à ces femmes, ces hommes qui ont besoin. En fait, les lecteurs m'ont pas mal écrit. Je me suis rendu compte que le livre avait aidé des femmes, des hommes aussi. D'ailleurs, j'en suis très heureuse. C'est peut-être la plus belle récompense qu'on pouvait me faire. Mais les conférences, c'est quelque chose que j'ai appris, que je ne savais pas faire, que j'ai appris, que j'ai étudié, chez Toastmasters d'ailleurs. Et je regrette absolument pas parce que ça m'a permis de m'ouvrir encore plus. Oui. Parce qu'un travail d'écriture, c'est un travail très solitaire. Or, la conférence, c'est quelque chose qui s'ouvre. On ouvre son aura, ses bras au public et on se dévoile et à la fois on donne quelques conseils ou des témoignages pour s'en sortir. Si vous me permettez, on va s'ouvrir à nouveau. On va aller à la pause. Maintenant, je reçois Jocelyne Desjardins, intervenante. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et pour conclure l'émission, pour la deuxième partie, j'aimerais ça qu'on parle de l'aide possible qu'on peut avoir. Cynthia, vous avez, dans votre livre, on a les étapes qu'on doit suivre pour s'en sortir. Maintenant, les gens qui arrivent à la cavale... Au Calax. Au Calax, pardonnez-moi. Les gens qui arrivent, les femmes qui arrivent là, arrivent dans quel état? La plupart du temps, quand les femmes arrivent au centre, elles ont pris contact avec nous par téléphone et bien souvent, elles ont beaucoup hésité auparavant. Parce que, effectivement, de prendre la parole pour dévoiler ce dont on a été victime, c'est pas évident. C'est tellement pas évident. Alors, quand elles arrivent, elles ont décidé de prendre soin d'elles. Alors déjà, c'est un pas dans la bonne direction. Et puis, par la suite, là, quand on les accueille et on les valide dans leurs émotions, on tâche de les mettre à l'aise dans la première rencontre. Et bien souvent, la première émotion qui monte, c'est, Jocelyne, j'ai honte. Et là, il s'agit de détricoter ça. C'est la première chose, la honte et la culpabilité. Okay. Mais elles ont pris la décision de parler et de dire, là, ça suffit, je ne souffrirai plus, c'est assez. Alors, les gens qui se présentent chez vous, ce sont des victimes, des femmes qui ont subi l'agression, l'abus sexuel. Oui. On reçoit des femmes et des adolescentes à partir de l'âge de 12 ans. De l'âge de 12 ans? De 12 ans, oui. Parce je pourrais en parler tantôt. Suite, on fait de la prévention auprès des adolescents et adolescentes. D'accord. Mais il reste que quand on les reçoit, elles ont vécu soit de l'inceste,
soit, bon, ça peut être des attouchements, des agressions sexuelles de la part de leurs frères, d'amis, qu'on n'appellerait pas des amis non plus, par des inconnus aussi, mais faut pas se le cacher. Oui, il y a des agressions sexuelles qui sont commises par des inconnus. La preuve, c'est ce que Mme Sardou nous disait tantôt, c'était des inconnus. Ouais. Les personnes qu'on rencontre souvent, nous, au centre, dans 80% des cas, elles connaissent leur agresseur. Alors, ça peut être un collègue de travail, ou ça peut être, bon, on parle de soirées qui se terminent mal pour certaines victimes. On va parler justement, d'adolescentes à un moment donné qui vont aller aussi, qui vont avoir été recrutées dans la prostitution, parce que pour nous, au Calax, l'exploitation sexuelle aussi, c'est l'utilisation du corps de l'autre pour assouvir ses propres besoins. Alors, c'est toutes sortes de formes d'agression sexuelle. Vous me faites penser, même au bureau, au travail. Oui. Mais ce qui est délicat, j'essaie de me mettre à la place de ces femmes ou de ces hommes-là, parce qu'il y a des hommes aussi qui vont vivre ça. Dans un party de bureau, exemple, le patron qui va commencer à faire des attouchements à sa secrétaire ou à une employée, et elle ne veut pas perdre son emploi. Là, elle a des enfants à faire vivre, elle a des comptes à payer, une maison, et si elle dénonce quoi que ce soit, elle perd tout ça, elle se ramasse dans la rue, les enfants. C'est pas la solution de ne pas parler, sauf que ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais vous êtes obligé d'extérioriser avec des mots les mots MOT et extérioriser les mots MAUX. Oui. Vous devez à un moment, si vous prenez pas en charge très rapidement, et moi j'ai commis une erreur, c'est que je devais partir en vacances juste après et me reposer. J'ai repris mon travail 5 jours après mon agression. Ça, c'est une erreur que j'ai commise et on me l'a dit. Maintenant, pour ce qui est de parler, il faut impérativement obliger la victime à voir un psychiatre ou un psychologue dans un premier temps. Sinon, elle va être dans un état léthargique. Elle va se laisser aller et elle va se renfermer sur elle-même. C'est vraiment pas, faut la pousser, il faut l'obliger à faire ça. C'est un conseil que je donne. Oui. Parce que de toute façon, elle va finir par perdre. Parce que tomber, en ne dévoilant pas, en ne sortant pas de ça, elle va tomber dans la puis après, il y a le post-traumatique. Oui. Le post-traumatique, c'est vraiment... c'est comme si le choc ressortait des années plus tard par une quelconque, et ça crée des maladies. Ça peut créer la bipolarité, par exemple, ou la schizophrénie pour certains. Ça crée beaucoup de choses, des maladies intérieures, etc., mentales, plein de choses. Donc il faut l'agoraphobie. Oui, exactement, tout à fait. Et la claustrophobie aussi. Des choses comme ça qui font que il faut se prendre en charge le plus vite possible. Il y a péril en la demeure, tout de suite. Oui, en partant. Il faut traiter le mal tout de suite. Et c'est ce que ces femmes-là veulent en arrivant chez vous. Si on revient à la situation que vous abordiez tout à l'heure par rapport à l'emploi, par rapport au travail, le patron qui harcèle sa secrétaire. Dans les premiers temps, la secrétaire n'ose pas croire que c'est ce que son patron est en train de faire. Bon, c'est un addon, il n'a pas fait exprès. Et finalement, ça se répète, ça se poursuit. Elle fait savoir qu'elle n'aime pas ça, puis bon, il continue, puis même il dit, ben là, c'est pas compliqué, si t'es pas fine avec moi, ben, au revoir, bye bye. Fait qu'avant qu'elle ose parler, il y a tout le phénomène, de l'abus d'autorité, de l'abus de pouvoir qui est lié à l'agression sexuelle. Oui, c'est ça. On se demande souvent, ben oui, mais c'est-tu des hommes, il n'y a pas de vie sexuelle, cet homme-là? Ça n'a aucun lien avec les besoins sexuels. C'est vraiment l'abus de pouvoir. Puis effectivement, le patron, il sait bien que la femme,
au départ, elle n'osera pas parler, puis elle va avoir des stratégies de contournement, elle va tâcher de se tenir dans des lieux où le patron est moins présent, là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle n'en puisse plus. Ouais. Et puis, bon, elle veut tenir ça caché parce qu'elle se dit, ils ne me croiront pas, mais mes amis ne me croiront pas. Puis, ben souvent, ça se termine par des burn-out, des dépressions. Des dépressions, c'est ça. Des pertes d'estime de soi énormes. Et, oui. Il y a même eu des suicides là, suite à des situations d'agression sexuelle. Faut stopper ça en partant. Ben, c'est ça. Et souvent, oui, la victime... C'est important qu'elle parle, mais encore faut-il qu'elle se rende compte que c'est lié, que tout son mal-être, que c'est lié à ce qu'on est en train de lui faire subir. Ouais. C'est ce qu'on appelle le déni. Oui, parce que c'est trop souffrant. Voilà, c'est trop souffrant de l'admettre. Et ça va être encore plus difficile de le dénoncer, de le dévoiler, que le lien avec l'agresseur est proche. Si on prend, par exemple, si on va au niveau de l'inceste, et c'est rarement violent, je dirais, là, au niveau de gestes ou il n'y a pas de blessures. C'est très rare au niveau de l'inceste qu'il y a des blessures physiques. C'est très, très rare. Et c'est toujours... La fausse tendresse. Oui. Et on achète la tendresse. Ouais, bon, tu ne parleras pas parce que là, si tu dis ça à maman va avoir de la peine, t'es ma préférée. Patati patata. Alors, effectivement, l'enfant est incapable de supporter ce dilemme-là. L'enfant va se taire. L'enfant va se taire. Jusqu'à ce que ça éclate en toutes sortes de mots, soit à l'adolescence, ou à l'âge adulte. Ça fait des vies brisées, comme Julie nous chantait dans sa chanson L'Abus. C'est briser l'innocence. Et l'innocence, c'est pas seulement qu'à 8 ans, c'est pas seulement qu'à 12 ans. Ça peut être aussi à 26 ans, ça peut être à 40 ans. Cette innocence-là, cette fragilité d'être humain qu'on vient briser, qu'on vient voler, qu'on vient casser. Oui, c'est un fait. Peu importe l'âge où ça arrive, c'est une des blessures les plus graves à l'intimité. À l'intimité. À l'intimité, effectivement. D'ailleurs, il y a eu des recherches de fait par rapport justement au niveau le choc post-traumatique, le syndrome de choc post-traumatique. Et dans certaines situations d'agression sexuelle, ce qu'on constate, c'est que le niveau de trauma qui est vécu par la victime est aussi important et aussi sérieux comme effet qu'un soldat qui est sous les bombes. Ah oui. Alors, vous pouvez imaginer les dommages que ça peut faire, effectivement. Peu importe l'âge qu'on est, effectivement. De se sentir victime, de se sentir abusé devant l'agresseur, l'abuseur. Ce sentiment-là, aujourd'hui, on parle de l'intimidation dans les écoles. C'est une forme d'abus aussi, de pouvoir. Tout à fait. Tout à fait. Mais ces femmes-là qui arrivent chez vous, quelle sorte d'aide qu'ils vont avoir? Bon. Alors, nous, la façon dont on fonctionne, on va les recevoir et tout d'abord, c'est bien sûr qu'on va les valider dans ce qu'elles ressentent comme souffrance. Parce que beaucoup d'entre elles vont dire, là, je suis en train de virer folle, ou la calotte va me sauter, je tombe en colère n'importe quand pour rien, ou bien, je suis pas capable de garder mes emplois, dès qu'on me parle fort, je vais pas bien. Mes enfants aussi. Ou ça va pas bien, je suis pas capable de dire non à personne, ou j'ai pas d'autorité, ou bon. Peu importe. Alors, on va valider vraiment les émotions que ces femmes-là reçoivent et par notre façon de faire, principalement avec les femmes, on travaille avec des groupes de soutien. Bien sûr, elles vont parler de ce qu'elles ont vécu. Et on va leur permettre, par la démarche qu'on propose chez nous, elles vont découvrir les principales conséquences qu'elles vivent, finalement, à quel point ça va être en lien avec les agressions qu'elles ont vécues. Okay. Quand on parle de honte, de manque d'estime de soi, de sentiment de culpabilité, de sentiment de non-valeur, de femmes qui vivent des dépressions, ou peu importe. Alors, on va rattacher ça aux événements et avec des diverses expériences, on va leur permettre de vivre certaines victoires ou leur permettre de découvrir que c'est pas parce qu'elles ont fait quelque chose
qu'elles ont été agressées. C'est pas une question, il n'y a pas de responsabilité par rapport à l'agression sexuelle qu'elles ont vécue. Ça, on défait ça dès le départ. Et par la suite, en entendant le vécu des autres femmes qui sont autour d'elles, ben peu à peu, elles vont découvrir des personnes qui ont des richesses, qui finalement, oui, ils vont entrer en contact, on va leur permettre d'entrer en contact avec leur colère, mais d'une façon non destructrice. Et qui va s'adresser... De les soigner, les colères. Oui, qu'elle puisse les adresser aux responsables des agressions. Puis, c'est pas de taper sur l'agresseur là, qui est c'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est pas ça du tout. Mais c'est de se donner un lieu pour pouvoir la vivre, cette colère-là, de reprendre son droit à être en disant, bon, tu n'avais pas le droit de faire ce que tu as fait, ça m'a fait ça. Fait que, puis même s'ils n'ont personne devant eux, de pouvoir l'exprimer... OK. C'est ça, c'est pas. Il n'y a pas faire ça. Ton devoir, c'est de prendre à la maison, de dire à ton conjoint, tu peux pas. Ben non, ils vont en recevoir un autre coup. Non, effectivement, il va y avoir des exercices, on va faire des jeux de rôle, il y a différentes techniques là, pour leur permettre d'entrer en contact avec leurs émotions puis de les vivre pour qu'elles ne les envahissent plus. Est-ce que les personnes demeurent au centre? Ou... Non, ça, on n'a pas d'hébergement. OK, c'est pas d'hébergement. Il n'y a pas d'hébergement. Il y a des rencontres, c'est une fois semaine sur 15 semaines. C'est des rencontres d'autour de 2-3 heures avec 8 femmes. C'est toujours les mêmes femmes qui vont être dans le groupe. Parlez-moi des réussites. Parlez-moi dans 20 ans de métier que vous avez. Oui, j'ai 20 ans de métier. De ce qui est beau maintenant, qu'on peut s'en sortir. Vous en avez vu? Ben, entre autres, l'histoire d'une jeune femme qui est arrivée au centre et puis qui avait été agressée par un inconnu, mais par la suite, on avait découvert que elle avait été agressée par son père adoptif. Et puis alors, ça en faisait dans le chapeau. Ça fait du bagage. Mais, et dramatique. Puis là, elle termine son suivi parce que là, elle n'est pas sûre qu'elle est au bon endroit. Il y a quelque chose là, qui ne marche pas. C'est une mesure volontaire chez nous. Fait qu'on ne gardera pas les filles assises sur leur chaise malgré elles. Alors, elle part, elle revient, elle est agressée à nouveau. Oh my. Et elle n'a que 22 ans. Alors, son histoire puis elle a une histoire d'exploitation sexuelle par-dessus ça. En tout cas, elle a plus d'expérience de vie, de drame que moi, je peux en avoir là, dans mes années de vie à moi. Je suis plus âgée qu'elle. Mais là, c'est la force du désespoir. C'est comme, je ne sais plus quoi faire, mais là, je reviens te voir, Jocelyne, parce que là, il faut que je m'en sorte. Ça n'a pas de bon sens. Et on a cheminé ensemble. Et cette jeune femme-là, quand elle est repartie, elle a fait, Jocelyne, là, je vais faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Je vais faire de la chanson. Puis là, je sais que je suis bien, je suis belle. Puis même ses parents ne la supportaient pas, puis ne la soutenaient pas. Ce que vous nommiez tantôt, Mme Sardou, l'importance de l'appui des parents, ça, elle ne l'avait pas. Mais malgré tout ça, avec la force qu'elle avait, elle est repartie. Elle m'a dit, Jocelyne, là, je te paye un lunch. C'était là une fleur qui venait d'éclore. Vraiment, là, elle avait trouvé son chemin. Elle avait trouvé son chemin. Oui, elle avait trouvé son chemin. Et c'est une artiste maintenant. Oui, c'est vrai que ce que vous dites, moi j'ai eu une chance incroyable, c'est d'être soutenue, pas tout à fait comprise à un moment donné. J'ai eu des conflits avec mes parents, avec mes amis, avec plein de gens. Puis, parce que je me sentais pas comprise. Et j'ai cheminé depuis, mais c'est vrai que heureusement que vous êtes là, vous autres associations, parce que vous aidez des gens comme des gens et celles et ceux qui n'ont pas de famille ou qui en manquent, qui manquent d'aide, d'entourage, etc. C'est très important, merci d'être là. C'est vrai que c'est pas évident pour les proches
de soutenir. Tu sais, il y a de la colère, tu sais, il y a de la colère qui monte. Tu sais, on a fait ça à mon bébé, Oui. mais bien souvent aussi, on ne sait pas comment réagir. Fait que pour ça, nous, on offre quand même quelques rencontres à des parents ou des proches. Il y a un suivi. On peut avoir deux, trois rencontres aux proches des victimes. C'est ça. Ça, Il y a bon. des proches qui vont nous téléphoner ou une victime qui nous dit mon chum, là, regarde, Il comprend pas. Il veut m'aider, mais il ne sait pas quoi faire, puis il ne comprend pas. Ça, c'est fait magnifique, ça. Ben, regarde, dis-lui d'appeler, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va le rencontrer. Oui. Fait que ça, on le sait que c'est pas évident. Non, c'est pas évident pour personne. Ah non, c'est pas évident. Si on ne l'a pas passé, c'est difficile à comprendre. Cette noirceur-là, ce sentiment-là, si on ne l'a pas vécu, c'est difficile. Moi, j'ai de la misère à comprendre certains médecins qui sont psychiatres, peut-être vous avez une réponse pour moi, et qui aident les victimes et qui n'ont jamais vécu ce problème. Ouais. Comment peuvent-ils, finalement, ils nous écoutent, bon, ils disent ça dépend lesquels, mais certains ne répondent pas forcément à l'affirmative, ou alors la plupart d'entre eux défendent les criminels. Comment vous expliquez ça? Je pense qu'il y a au moins 2 écoles de pensée au niveau des agressions sexuelles dans le milieu médical. C'est ça? Il y en a qui vont dire, OK, au départ, on va croire la victime. Et ça, effectivement, s'il y a un message à laisser, quand on veut être aidante, supportant pour les victimes, d'abord croire la victime. Elle a besoin de ça, d'abord. Ben oui, c'est ça. Elle ne veut pas se faire traiter de menteuse ou de menteur. T'es sûr que tu n'as pas imaginé ça, mais c'est qu'il y a certains médecins, c'est comme, non, ça se peut pas. Puis si les victimes ont un passé de problématiques de santé mentale, c'est encore pire. La parole est mise en doute. Mais effectivement, il y a au moins 2 écoles de pensée au niveau des médecins et des psychiatres. On a des psychiatres qui vont nous référer des victimes, puis il y en a d'autres, c'est comme, oh non, il ne faut pas aller toucher à ça, il ne faut pas... Moi, non, mais parce qu'il y a quand même, moi, s'il y a la notion de pardon, moi, ça m'intéresse de savoir, parce que il y a quand même pas mal de psychiatres qui m'ont dit de ne pas pardonner. OK. Alors, quand il s'agit d'inceste, je comprends. Mais quand il s'agit de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré dans votre vie et qui vous agresse, le pardon, ça ne veut pas dire oublier.